Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de ZK Sync. On fera surtout une analyse fondamentale et tokenomics parce que d'un point de vue technique, j'ai pas une charte assez développée pour vraiment parler sur le long terme, mais on fera quand même une analyse technique. Alors ZK Sync, c'est vraiment un projet que beaucoup de gens attendaient depuis des mois, si ce n'est des années, en tout cas 2021, on en parlait déjà, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un projet qui était attendu. Il a été launch il y a très peu de temps, là, le 17 juin sur Binance et sur d'autres exchanges. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dessus? Est-ce qu'on est actuellement dans une bonne zone d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue contexte? Qu'est-ce que apporte ce projet? Est-ce que la tokenomics est intéressante? On va essayer de voir ça en détail. L'inconvénient comme ça, moi en général, quand je fais une analyse globale d'un projet, je prends 3 points, hein, l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique. Mais là, alors, en général, l'analyse technique, j'ai pas envie de dire qu'elle prime, mais elle joue un rôle très important dans mon mode d'entrée, d'accord? Je peux avoir une très bonne analyse fondamentale tokenomics et pas une bonne analyse technique, je ne vais pas du tout rentrer en position. Et ici, j'ai pas cette charte. C'est pour ça que je rentre très rarement sur des projets qui viennent d'être lancés, à moins que j'ai un coup de cœur pour le fonda et vraiment je me dis, ok, là, on tire quelque chose. Sinon, en général, je préfère attendre 6 mois, 1 an, voire plus pour me positionner. Alors, ZK Sync, on est dans le domaine des layers 2. Un layer 2, son objectif, c'est d'améliorer la scalabilité. Pourquoi? Parce que par exemple, on prend ici le cas d'Ethereum, où lors du précédent cycle, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de problèmes. Alors, quand il y a très peu d'utilisateurs, quand on est en bear market, il n'y a pas beaucoup de transactions, que le réseau n'est pas congestionné, tout va bien. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on a un prix qui pump autant, qu'il y a autant d'utilisateurs qui arrivent, et qu'on a un réseau qui est congestionné, des frais qui sont énormes, pour la deuxième plus grosse crypto, selon CoinMarketCap, enfin selon le market cap, c'est pas possible. Et c'est là où, alors, il y a eu la petite guerre des des ETH killers, avec des layer 1 qui sont créés, donc je prends le cas de ADA, je prends le cas de Sol, etc., qui sont créés dans le but de concurrencer Ether. En gros, leur speech, c'était quoi? C'était, on est Ether en plus scalable. C'était globalement ça, il y en a plein, hein. Des ADA, des Solana, des EGLD, ouais, il y en a pas mal. Et sauf que, les gens se sont aperçus que, même si c'est des projets qui ont bien performé, ils se sont rendus compte que le boss, ça restait Ether et qu'il ne pouvait pas être concurrencé. Et là, au lieu de créer des Layer 1 pour concurrencer Ether, dans cette seconde partie, dans ce cycle actuel et depuis 2022-2023, on a à la place des Layer 2 qui se sont créés. Et leur but, ils sont là, des Layer 2, donc on a Matic, Optimism, on a Starknet, on a Arbitrum, qui sont ici dans le but d'améliorer la scalabilité. Et on va voir différents types de Layer 2, la technologie n'est pas la même, on va bien sûr voir ça en détail. Je reviens sur ma charte. Alors, sur ZK, on est sur ce qu'on appelle un Zero Knowledge Proof. Alors, il y a plusieurs types de layer 2. On va voir le premier layer 2 qui est assez connu, c'est ce qu'on va appeler les optimistic rollup. Donc en exemple, Optimism, Arbitrum, c'est des optimistic rollup. Comment ça se passe? On va avoir le réseau Ether, où on va avoir des transactions tout simplement, et le but, c'est des optimistic rollup, c'est que ces transactions soient tout simplement traitées hors chaîne, hors de la chaîne principale, ce qu'on appelle off-chain. Donc on va prendre une partie de ces transactions, on va les sortir, ce qui va enlever des transactions dans le réseau, on va décongestionner globalement le réseau, et ensuite on va regrouper les résultats, et ensuite ils vont être soumis ils vont être soumis à la chaîne principale. Et l'inconvénient des optimistic rollup, c'est que les transactions, ils sont validées par défaut. C'est-à-dire, on part du principe que la transaction est bonne, que la transaction, on part pas, on se dit pas, ok, il y a peut-être une arnaque, non, on se dit, ok, toutes les transactions sont bonnes. Et si une transaction par la suite est suspectée comme frauduleuse, il y a une période de contestation qui est en général de 7 jours, où là, les autres participants, ils peuvent vérifier et contester les transactions. Donc ça, c'est globalement les rollups. Et leur but, c'est tout simplement d'améliorer la scalabilité. Pourquoi? Parce qu'on va prendre une partie des transactions, on va les traiter off-chain, on va les soumettre au réseau, et ça va améliorer la scalabilité. Donc l'avantage, c'est on réduit considérablement les frais de transaction, on augmente la capacité du réseau, la capacité du nombre de transactions, ça c'est la scalabilité. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir un délai suite à une contestation et également un manque de sécurité. C'est là où ce qu'on appelle les ZK, les Zero Knowledge Proof, qui font leur apparition. Leur but à eux sont globalement la même, c'est traiter off-chain, sauf que les lots de transactions
qui sont traités off-chain, ils sont accompagnés d'une preuve cryptographique, ce qui va permettre de prouver la validité des transactions qui sont traitées off-chain ici, mais sans révéler les détails des transactions individuelles. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir une sécurité qui va être beaucoup plus importante grâce à cette preuve cryptographique, et il va pas y avoir besoin de contestation. Donc c'est la grosse différence entre les zero knowledge proof et les optimistic rollup. Voilà. Donc il y en a qui vont dire ok bon bah super, on a une meilleure sécurité, sauf que l'inconvénient des ZK, ça va être on a besoin d'une plus grande puissance de calcul, que c'est beaucoup plus complexe d'un point de vue technique. Et on peut se dire que vu que les optimistic rollup sont à la portée de tout le monde, ça offre une adoption beaucoup plus rapide. Donc vu qu'ils sont plus simples, ils peuvent être adoptés plus rapidement par des développeurs, par des projets, etc. Donc voilà, ça c'est globalement là. Si je peux vous donner voilà comment dire, d'un point de vue fondamental, ce que c'est les optimistic rollup et les ZK rollup, c'est ça que vous devez retenir. Les rollup et les ZK rollup, ils prennent les transactions de la chaîne principale, ils vont les traiter off-chain, et la grosse différence c'est que les rollup partent du principe que la transaction est bonne, et ensuite il y a une contestation de 7 jours si celle-ci n'est pas bonne, si on suspecte qu'elle est pas bonne, et la différence avec les ZK, c'est, comme je l'ai dit, on prouve la validité des transactions regroupées sans révéler en avance, sans révéler du tout les détails des transactions de chacun. Donc ZK beaucoup plus sécurité, mais plus complexe. De toute façon, il y a toujours des avantages et des inconvénients, ça va dépendre de certaines personnes. Voilà la grosse différence. En tout cas, c'est un projet qui est très intéressant. Maintenant, on a vu le côté fondamental. Voyons, alors je suis pas rentré à fond dans le fondamental. Le fondamental, ça prend beaucoup plus de temps, et il me faudrait une vidéo d'1 heure, voire 2 heures pour rentrer dans les détails avec l'équipe, la roadmap, etc., etc. Mais là, c'est d'un point de vue contexte et explication du projet, c'est le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que permet ce projet-là. Alors, d'un point de vue tokenomics. Alors, donc d'un point de vue tokenomics, ce qui est intéressant, enfin ce qui est pas intéressant du coup, mais c'est intéressant de le souligner, c'est que la plupart maintenant des projets commencent avec une FDV, donc tout simplement la capitalisation, si on met tous les tokens en circulation, assez élevée. On voit que là, on est déjà sur une FDV de 3 milliards. C'est-à-dire que si tous les tokens sont en circulation, on est sur un projet qui va, en termes de market cap, caper à 3 milliards. Ce qui fait un projet quand même qui est déjà assez haut sur CoinMarketCap. On est déjà dans le top 30. Et c'est l'inconvénient de beaucoup de projets, ça va être dur de faire des gros multiples. Parce que si on est là, c'est pour ça, on veut rentrer en position et faire des multiples assez intéressants quand même. Et des Optimism, des Arbitrum, et ben tous ces projets-là, ils ont ici une FDV qui est assez importante, et comme aussi la plupart des projets qui se créent, on n'a pas tous les tokens qui sont en circulation. Ces tokens là ils sont bloqués dans des smart contracts. Pourquoi? Parce que il va y avoir différents acteurs qui vont pouvoir en profiter, les investisseurs privés, la fondation, l'équipe, et ces tokens sont bloqués dans ces smart contracts, donc ils sont déjà préminés, et on fait ça pour tout simplement que au moment du launch, on n'ait pas tous les tokens en circulation, et que ceux qui ont pu profiter d'un prix très faible, voire nul, sur certains projets c'est possible, et ben ils dumpent leurs tokens. Dites-vous, mettez-vous à la place. Admettons que vous avez obtenu un Zcasting ou un autre projet, peu importe, à 3 centimes, 2 centimes de dollars, voire en dessous 1 centime, et vous allez faire un x15, x30, x50, si vous avez vos tokens où vous pouvez les vendre, il y a de grandes chances que vous vendez une bonne partie. Et c'est pour ça qu'ils sont bloqués dans des smart contracts, pour éviter, tout simplement, qu'on a tous ces tokens qui soient vendus sur le marché et ça impacte le prix. Et ça, on peut le voir ici sur Token Unlock, qui est un très bon site que je vous recommande pour voir comment est fait le déblocage des jetons. On voit que globalement, on va rester ici à 17% de supply, donc d'offres en circulation, pendant 1 an. Et attention, à partir de juin 2025, donc été 2025, dans 1 an, on aura des tokens qui seront débloqués. Alors, tous les tokens ne vont pas être débloqués d'un coup, mais on va avoir ici un déblocage linéaire où ces acteurs-là, qui ont pu profiter d'un prix assez faible, donc on a la team, on a les investisseurs privés, etc., vont pouvoir potentiellement prendre des profits et vendre. Donc méfiance quand vous investissez sur ce genre de projet, ce genre de déblocage peut affecter le prix, en tout cas ça peut ralentir la croissance. Alors, si on est dans une phase de bull run, altcoin season, et il y a une forte demande, c'est pas ça qui va changer grand chose, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Si on rentre dans un bear market et en plus on débloque des jetons, c'est quelque chose qui peut clairement, je vais pas dire flinguer un projet, mais qui peut l'impacter. Et c'est le genre de projet qui pourra prendre un moins 95% facilement.
Donc si je résume, le fondamental est intéressant. Le projet, ce qui répond comme besoin, c'est vraiment intéressant. Et ça va permettre clairement d'améliorer la scalabilité de projets comme Ether. Il y a quand même beaucoup de concurrence, ok, il y a beaucoup, c'est un peu la hype, c'est de créer pas mal de layer 2 en ce moment, que ça soit des optimistic rollup ou des ZK rollup, mais le projet, comme je dis, reste intéressant. Maintenant, cette tokenomics peut en freiner plus d'un. Alors, on a un an, attention, ça peut être pricé à l'avance, c'est-à-dire que c'est pas pile au moment des déblocages que ça y est, il va se passer une dinguerie, souvent c'est pricé à l'avance, mais on a une phase d'un an ici où on peut potentiellement se positionner, dans un an, il faudra se méfier. Voilà pour la partie fondamentale et tokenomics. Maintenant, d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, on n'a pas assez d'historique pour vraiment partir d'un principe qu'on est dans une bonne zone pour se positionner. Donc, comment ça se passe quand comme ça vous avez une charte qui est aussi peu développée? Ça va être vraiment de faire confiance à votre analyse fondamentale et à votre analyse de la tokenomics. Parce que c'est compliqué de se positionner juste d'un point de vue technique sur ce genre de projet. Je peux pas prendre une décision sur du long terme avec une charte en 4 heures. Donc là, l'important, ça va être d'analyser le fondamental et de vous dire, ok, actuellement, on a une capitalisation boursière de 500 millions. Est-ce que c'est sous-évalué? Si vous estimez que ZK Sync, avec cette capitalisation de 500 millions, est sous-évalué et mérite un positionnement peut-être plus élevé dans le top 60, top 50, ça veut dire que là, ok, ça peut être un projet qui est sous-évalué, vous pouvez rentrer en position. Si vous estimez que c'est un projet qui a sa juste valeur, voire surévalué, et au vu de la FDV, comme tous les layers 2, je pense qu'ils sont à leur juste valeur, c'est que techniquement, vaut mieux attendre que le projet soit sous-évalué. Il a quand même pris cher là en quelques jours, moins 40%, on a la valeur qui a été divisée par 2. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt, selon moi, pour se positionner. Et de la même manière qu'on avait des launchs de Optimism ou autres, la meilleure chose, c'est, voilà, on voit de patienter. Alors, ici, je vais prendre la charte sur Binance. Voilà, la meilleure chose, c'est de patienter, d'avoir une structure de bottom qui s'est positionnée. Au moins avoir un point de repère où on sait que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Quand on a comme ça un bottom qui se positionne, avec des patterns de retournement, ça nous indique, ok, on est rentré dans une phase de combat, on est rentré entre deux bornes, une borne haute, une borne basse, ce niveau-là a break à la hausse, on a en plus fait un magnifique pullback. Si je mets des volumes, le mieux c'est qu'on ait des volumes. Au moment du break, on a des volumes, ok. Ça nous indique que ici, on a posé un bottom. Et moi, c'est ce que je vous recommande. Déjà là, on est sur une charte qui faisait à peu près combien de temps? En termes de temps, hop, plage de date, on était déjà sur 50 jours. C'est relativement faible. Si je me mets en weekly ici, ouais, c'est relativement faible. Donc moi en général j'attends, voilà, Optimism, je me suis positionné en comparaison, je me suis positionné ici. Là par contre, on est déjà sur un projet qui est beaucoup plus développé. On est sur 490 jours, on est déjà sur 1 an et demi. Moi c'est en général ce que je recommande, parce que la technique, pour moi l'analyse technique est un point important. Je dirais pas au-dessus du fondament, mais je dirais c'est un point important. Et me positionner à l'aveugle où j'ai pas de point de repère, moi je trouve que c'est compliqué. Maintenant, comme je dis, si vous estimez que le projet est sous-évalué, il n'y a pas de souci. Alors avant de faire une analyse sur de l'intraday ou sur du swing, voilà, globalement, j'aimerais voir quelque chose comme ça. Au moins avoir un point de repère que je sais, ici, on a un bottom. Parce que tant qu'on n'a pas de bottom, qui nous dit que on peut pas continuer à baisser, ok? Alors je dis pas que le projet va prendre un moins 90%, mais moi j'ai besoin ici d'une confirmation technique qu'on a un bottom qui est posé. Sur du plus court terme, alors sur du, on va voir en 4 heures si on peut faire une analyse. Bon, en 4 heures, on est dans une dynamique baissière, les moyennes mobiles sont orientés à la baisse, le 15 minutes sous le 1 heure, et bon, on a que le 1 heure ici comme information. C'est trop tôt ici pour parler de retournement de tendance. Ce qui serait bien, c'est une pattern ici de retournement, un break et maintenir ce niveau-là, passer au-dessus du tunnel 15 minutes, et avoir un tunnel 15 minutes qui fait office de support. Si on a ça, déjà, on peut partir du principe qu'on a au moins une tendance haussière qui est annoncée sur du 4 heures. Pour moi, ici, il n'y a pas de bottom qui est posé. On a peut-être des premiers signaux de divergence. Je pense pas que j'aurai assez d'historique. Peut-être le voir en 2 heures. Ouais, en 2 heures, on a une divergence haussière potentielle qui n'est pas validée, mais on voit que cette tendance baissière s'affaiblit. Donc l'idéal, ça serait d'avoir une pattern de retournement, un momentum qui est plutôt bullish, un 15 minutes qui crosse le 1 heure, et là on pourra faire de la continuation de tendance. Donc soit on a un rebond fort, dans ce cas-là, on joue la tendance. Si on n'a pas de rebond fort et on consolide, l'idéal c'est de se positionner au moment du break,
de notre bottom, hein, de notre phase de range. Le pullback, le même principe que Optimism. Vous avez vu, on a notre phase de latéralisation, on break, on a en plus des volumes, on fait un pullback sur la ligne de coup. Ça c'est le setup, parfait. Donc voilà globalement ce que j'aimerais voir si je souhaiterais me positionner sur du court terme. J'ai rien d'autre à ajouter. De mon côté, on a vu l'analyse fondamentale, on a vu la tokenomics, on a vu l'analyse technique. Moi, je suis pas investi dedans. C'est un projet intéressant, mais je préfère être patienté. Le problème, c'est comme je dis, c'est là où moi, en général, j'aime bien avoir un historique d'un point de vue technique. Le problème, c'est au moment où j'aurai l'historique, on commencera cette phase de déblocage. Alors, comment dire, je suis investi sur Optimism, alors que on a des déblocages de jetons qui sont tout de même importants. Ouais, on a commencé cette phase de déblocage. Maintenant, ça peut être pris en compte, et c'est pour ça que du Optimism, j'en ai pas 10-15% dans mon portefeuille. Parmi mon allocation, Optimism, on doit être sur du 2%, d'accord? Parce que j'estime que le projet est intéressant. Maintenant, il est déjà bien évalué. Je dirais pas jusqu'à dire surévalué qu'il ne peut pas performer, mais c'est pas un projet qui va me faire de gros multiples. Et on a quand même des déblocages de jetons qui sont importants. Donc, il peut faire partie de votre portefeuille. Maintenant, je donne pas de conseils en investissement, mais je recommande pas d'avoir 30-40% d'exposition sur un projet comme ZK Sync. Rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.